Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce 5e cours. Cette semaine, nous allons parler de la représentation cérébrale des syntagmes. Et je vais simplement vous rappeler quelques éléments du premier cours dans lequel je vous avais montré que la théorie linguistique contemporaine a besoin de postuler une représentation arborescente des phrases sous forme de syntagmes enchâssés. La caractéristique principale du langage, c'est d'être capable d'exprimer une infinité essentiellement de pensées par le biais de combinaisons de mots et en particulier d'enchâssements de syntagmes les uns dans les autres. C'est ce que Humboldt appelle l'usage infini de moyens finis. Et donc, les joyeux linguistes font des diagrammes, comme le montre cette phrase ici, c'est-à-dire que pour rendre compte d'une phrase aussi simple que celle avec un sujet, un verbe, un objet, on est obligé de postuler, si l'on regarde attentivement les phénomènes, qu'il y a un enchâssement d'arbres derrière la linéarité apparente des phrases. La linéarité se situe au niveau de la production et de l'objet auditif, phrase, mais derrière cette structure de surface, il y a des structures profondes que les linguistes décrivent et qui doivent être décrites sous forme d'arbres. Par exemple, les arguments des linguistes montrent clairement que l'objet est rattaché au verbe avant que l'ensemble objet plus verbe soit rattaché au sujet, ce qui est indiqué par cet arbre ici. Il y a donc formation d'un syntagme verbal, d'un syntagme nominal, et ces objets sont enchâssés les uns dans les autres. Alors, nous avions vu que même des objets assez simples, comme un syntagme nominal, font en fait l'objet d'une description arborescente, même un mot unique. Nous avions vu que la morphosyntaxe, la morphologie d'un mot unique, comme unlockable et bien d'autres exemples, requiert là une représentation interne sous forme d'un arbre. Et en particulier, l'un des arguments intéressants, c'était l'existence d'ambiguïté syntaxique. Des syntagmes nominaux comme Black Taxi Driver, Dutch Bicycle Maker, Tall Rose Grower. Si vous réfléchissez un tout petit peu, chacun de ces objets a deux sens possibles. Ça peut être un constructeur de bicyclette hollandaise ou ça peut être un constructeur hollandais de bicyclette, n'est-ce pas? Et ce qui fait la différence, évidemment, il n'y a pas de différence dans la structure linéaire de ces syntagmes, il y a une différence dans la représentation interne sous forme d'arbre. Alors aujourd'hui, nous allons donc discuter des données qui ne sont pas encore tout à fait complètes dans la littérature, mais qui permettent de se demander quelles sont les aires cérébrales et les codes neuronaux qui sont responsables de cette représentation sous forme de syntagmes enchâssés. Quelque part, les neurosciences contemporaines sont à la recherche d'une opération de fusion, d'unification, ce que le programme minimaliste de Noam Chomsky appelle merge, qui permet à partir de deux objets d'en créer un troisième qui est l'arbre binaire représenté par l'unification de ces deux éléments. Donc une opération élémentaire qui nous échappe encore au niveau cérébral, mais vous allez voir qu'on commence à avoir des données intéressantes. Est-ce que c'est une opération élémentaire ou plusieurs? Évidemment, lorsqu'on combine des mots, il y a à la fois des opérations syntaxiques de différents types, et puis il y a des opérations sémantiques. Et nous verrons aujourd'hui qu'il est possible de commencer à distinguer nettement les régions cérébrales où se situe la combinatoire syntaxique et d'autres régions où se situe plutôt une combinatoire de type sémantique. Alors, entrons dans le vif du sujet avec une expérience qui a été menée au laboratoire il y a maintenant quelques années par Christophe Pallier, Anne-Dominique Devauchel et moi-même, qui avait exactement pour objectif donc d'identifier les aires cérébrales dont l'activité croît avec la structure syntaxique. Notre hypothèse était extrêmement simple, c'est qu'une région cérébrale qui serait impliquée dans la formation des arbres syntaxiques doit montrer une activité croissante en fonction de la taille de l'arbre qui est représenté. Et donc, l'activation cérébrale, par hypothèse, devrait augmenter à chaque fois qu'une nouvelle opération de type unification, de type merge, est requise pour assembler deux syntagmes et en former un troisième. Donc, on pourrait imaginer que l'activation croît depuis la fille, la jolie fille, la fille qui parle, etc. Bon, le problème avec cette hypothèse, évidemment, c'est que si on faisait l'expérience telle qu'elle est indiquée ici, il y aurait un énorme artefact, comme nous disons, un énorme problème, c'est que le nombre de mots augmente avec la taille des objets syntaxiques qui sont construits. Et évidemment, si on faisait cette expérience, on trouverait principalement qu'il y a de plus en plus d'activités dans toutes les aires du cerveau qui traitent les mots, indépendamment du fait qu'ils soient impliqués dans des syntagmes ou pas. Alors, nous avons fini par trouver la manière de contourner le problème en créant des stimuli qui ont un nombre absolument fixe de mots. Et travaillant dans la modalité visuelle, nous sommes arrivés à un stimulus qui est extrêmement bien contrôlé
sur le plan expérimental, puisqu'il s'agit de présenter à chaque fois 12 mots, un par un, ce qu'on appelle une méthode de présentation rapide, séquentielle, visuelle. Donc on flash les mots un par un, à un rythme relativement confortable, de l'ordre de 400 ou 500 millisecondes par mot. Et simplement, ces mots vont ou ne vont pas former des syntagmes. Alors la manipulation est extrêmement simple. Vous voyez ici les différentes conditions, 6 conditions qui ont été étudiées dans notre expérience. La raison pour laquelle on a choisi 12 mots, c'est que 12 a de nombreux diviseurs, n'est-ce pas? C'est une propriété mathématique élémentaire. Et donc, partant d'une phrase de 12 mots, comme par exemple, il reçoit un sac de céréales cultivé dans le nord du pays, on l'a divisé en 2 syntagmes de 6 mots. La souris qui grignote sa tartine, le passant examine le luxueux canapé. Puis en 3 syntagmes de 4 mots. Par exemple, le nord du pays, ils détestent la couleur, elles lisent leur nom. Alors, imaginez que tout ceci est présenté à un rythme absolument fixe, donc il n'y a pas d'indice prosodique, il n'y a pas d'indice qui marque les frontières des phrases, mais néanmoins spontanément, vous sentez que votre esprit est capable de composer des syntagmes de taille variable. Donc 3 mots, 2 mots, et tout en bas de ce diagramme, vous avez la condition la plus élémentaire qui est une liste de mots en ordre aléatoire, en fait en ordre pire qu'aléatoire, c'est-à-dire que nous nous sommes assurés qu'il n'était pas possible de combiner 2 de ces mots pour former un syntagme particulier. Donc vous voyez que les paires de mots successifs ne se combinent pas pour former des objets. Voilà. Donc notre idée était extrêmement simple, c'est simplement de faire lire ces stimuli à des sujets, d'essayer d'éviter toutes sortes de tâches métalinguistiques, mais simplement d'avoir une tâche d'exposition des sujets à cette phrase. Alors évidemment, pour maintenir l'attention, on demande quand même aux volontaires dans cette expérience de prêter toute leur attention aux stimuli. On leur dit qu'il y aura des questions qui seront posées à la fin de l'expérience, et on leur demande de cliquer sur un bouton lorsque la phrase le demande. Donc il y a certaines phrases qui disent il serait bien que vous cliquiez sur le bouton maintenant, et le sujet clique. Voilà. Donc tout ceci juste pour maintenir l'attention, mais avec un principe extrêmement simple, c'est que le traitement linguistique est très largement automatique, il est irrépressible. Si l'on présente des stimuli qui peuvent être combinés entre eux, d'un point de vue syntaxique ou sémantique, eh bien, le cerveau va réagir et on va observer les régions qui réagissent de façon monotone en fonction du nombre de mots qui peuvent être combinés. Alors évidemment, dans cette expérience, il y a quand même un problème particulier, c'est qu'il y a une confusion entre syntaxe, sémantique et même probabilité de transition. Si je reviens aux exemples ici, vous voyez que dans la condition du haut, non seulement il y a des combinaisons qui sont légitimes sur le plan grammatical, sur le plan syntaxique, dans la condition 12 mots, mais il y a un sens particulier qui émerge de cette phrase. Et puis, les transitions entre les mots sont probables en français dans la condition du haut, et elles deviennent de moins en moins probables, bien entendu, dans la condition du bas. Donc, s'il y avait des régions qui étaient sensibles tout simplement aux probabilités de transition et non pas aux arbres, ou s'il y avait des régions qui étaient sensibles aux combinaisons sémantiques et non syntaxiques, toutes ces régions devraient répondre dans cette expérience. Alors, pour essayer de préciser les choses, nous avons eu recours à la manipulation que je vous ai déjà présentée il y a quelques cours, qu'on appelle le Jabberwocky, en l'honneur de Lewis Carroll, et qui consiste à remplacer tous les mots des phrases par des pseudomots, en conservant les mots grammaticaux, en conservant la syntaxe et en conservant aussi la morphologie dérivationnelle qui fait qu'on peut comprendre ces pseudomots. Alors je vous donne tout de suite des exemples. Vous lisez une phrase du type « Une gouppe reluse des ésous qui sapitaient le chadin de la prétine ». Bon. Le sens nous échappe un peu, hein, mais la syntaxe, pas de problème. Presque pas de problème. Le fait, par exemple, que le verbe soit à l'imparfait, au pluriel, est tout à fait clair, parce qu'il est marqué comme tel, de même que les petits mots grammaticaux, comme qui, le, etc., sont présents pour structurer la phrase. Alors, on peut déstructurer progressivement de la même manière ces phrases. C'est évidemment plus difficile à structurer quand il s'agit de pseudomots, puisqu'il vous manque ce qu'on appelle le lexique syntaxique, c'est-à-dire ce qui vous permet pour chaque mot de savoir à quel mot il devrait s'accrocher. Quelle est sa fonction? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? C'est moins évident dans ces phrases. Néanmoins, si vous les lisez, vous pouvez voir que les phrases d'en bas sont clairement, enfin la liste de mots plutôt d'en bas est clairement quasiment impossible à structurer, et que plus on monte dans cet échafaudage, plus on est capable de structurer ces stimuli. Voilà. Alors, une expérience donc paramétrique, c'est toujours intéressant de faire des expériences paramétriques parce qu'on essaye de voir quantitativement qu'est-ce qui varie dans le cerveau.
Alors, quelle prédiction est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous avions en tête un modèle extrêmement simple dans lequel l'idée c'est que l'activité neurale va augmenter à chaque fois qu'un mot peut être intégré à un syntagme plus grand. Ce que nous avions en tête, c'est quelque chose comme ça. À chaque mot qui peut être ajouté au syntagme précédent, on va avoir une augmentation d'activité. Autrement dit, il y aurait des populations de neurones qui s'ajoutent en quelque sorte les uns aux autres pour coder les différents éléments de la phrase. Et l'hypothèse, évidemment, c'est que l'activité s'effondre à chaque fois qu'il n'est plus possible d'unifier les nouveaux mots avec les précédents. Donc on aurait une montée progressive de l'activité neuronale suivie d'un effondrement, et on recommence à 1, 2, 3, etc. à chaque fois que l'on recrée un nouveau syntagme. Bon, c'est une hypothèse probablement très simpliste, mais qui sert de guide pour cette expérimentation. L'intérêt, c'est qu'elle fait des prédictions précises, non seulement sur l'augmentation de l'activité en fonction du nombre de mots, mais si l'on fait une convolution de ce profil de réponse neuronale hypothétique avec la fonction hémodynamique qui sert de mesure, pour nous c'est ce qu'on mesure en IRM fonctionnel, eh bien on voit que les réponses qu'on va prédire vont être non seulement donc de plus en plus amples en fonction de la taille des objets, mais aussi de plus en plus décalées dans le temps. Vous voyez, parce que l'essentiel de cette activation ici se situe plutôt vers la fin de la phrase. Il y a de plus en plus d'activation vers la fin de la phrase. Et donc les prédictions sont claires. Ici, on devrait avoir à la fois une augmentation monotone de l'activité et un décalage vers la droite, si on peut dire, en tout cas vers la fin de la phrase. Alors, ces deux prédictions pourraient découler donc d'une structure neuronale de ce type, et cette structure neuronale pourrait elle-même découler de modèles de la représentation des arbres linguistiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je fais juste une note, et je pense que j'y reviendrai probablement dans les cours suivants, mais il existe des modèles de la représentation syntaxique dans des réseaux de neurones, notamment dus à Paul Smolensky, qui font l'hypothèse qu'effectivement, un objet complexe, comme une petite phrase, dog bites man, va être représenté comme une somme de populations de neurones, une somme vectorielle, une somme de vecteurs, qui chacun vont représenter non seulement le mot en question, mais le mot avec sa fonction, attaché à sa fonction. Et ce qui est représenté ici dans cette formule mathématique, c'est une règle particulière pour cet attachement qu'on appelle un produit tensoriel. Il y aurait donc une sorte d'attachement de chaque mot à une fonction grammaticale, et une sommation de ces populations neuronales codant pour chacun de ces objets pourrait coder pour l'ensemble de la phrase. Bon, c'est certainement un petit peu opaque, je n'expliquerai pas en détail les choses aujourd'hui, mais cette sommation, cette idée que la phrase est constituée d'une somme, mais d'une somme d'objets complexes attachés à des fonctions grammaticales, pourrait expliquer donc cette augmentation progressive d'activité. Voilà donc les hypothèses que nous avions avant même de commencer l'expérience. Et maintenant, je vous montre les résultats qui sont extrêmement nets. D'abord, dans la condition avec des mots réels, donc, en excluant pour l'instant le Jabberwocky, nous avons trouvé qu'il existe tout un chapelet d'activation tout au long du sillon temporal supérieur et aussi dans la région frontale inférieure gauche, ainsi d'ailleurs que dans le putamen, une région sous-corticale de l'hémisphère gauche qui joue peut-être un rôle très important ici. Et dans toutes ces régions, l'activité augmente de façon monotone avec la taille des syntagmes. Donc toutes ces régions répondent plus aux phrases qu'aux listes de mots, et elles ont toutes les activités intermédiaires aux objets de taille intermédiaire. Et puis, lorsqu'on considère maintenant la condition de Jabberwocky, on constate qu'un sous-ensemble de ces régions, qui sont marquées ici en bleu sur le diagramme, continue de répondre, même si l'on enlève le sens, qu'on remplace les mots par des pseudomots. Et par ailleurs, d'autres régions qui sont ici en rouge disparaissent de l'image. Elles présentent une interaction, elles ne répondent que lorsque les phrases utilisent des vrais mots. Alors voilà le patron complet de résultats. Vous avez les 6 régions corticales, et pour chacune d'elles, vous avez l'accroissement d'activité en fonction des conditions expérimentales, depuis la liste de mots jusqu'à la phrase, ici, vous voyez cet accroissement d'activité. Et par exemple, dans le pôle temporal, ici, eh bien, cet accroissement existe de façon massive pour les phrases qui ont de vrais mots, mais il cesse absolument totalement, devient complètement plat. Cette région cesse d'être activée lorsqu'on utilise des faux mots. Donc cette région intervient vraisemblablement dans un traitement sémantique des informations. C'est la même chose pour les régions temporales antérieures, dans une certaine mesure. Il y a encore un tout petit accroissement ici. Même chose dans la partie postérieure du lobe temporal, dans sa jonction avec la région pariétale, donc temporo-parietal junction, ici. On appelle aussi gyrus
angulaire ou partie postérieure du sillon temporal supérieur. Vous voyez que là, il y a une interaction extrêmement nette. Hein. Donc ces régions sont sensibles à la présence de vrais mots et probablement de la combinatoire sémantique, on va y revenir plus tard. Mais les trois régions ici bleues apparaissent comme un noyau absolument essentiel de la syntaxe dans la mesure où elles continuent de répondre de façon pratiquement inchangée. C'est très spectaculaire dans la région orbitaire, par exemple. Vous n'avez absolument aucun changement de cet accroissement. Vous avez un parallélisme des courbes, même si on enlève complètement le sens des mots. Donc ces régions peuvent être attribuées à une fonction syntaxique et avec une certaine monotonie de l'activation. Alors, si on regarde plus en détail, il y a un phénomène qui est assez intéressant, que nous n'avons pas élucidé, mais à mon avis jouera un rôle dans une théorie future de la syntaxe, c'est que cet accroissement n'est pas linéaire. Vous avez peut-être remarqué que l'axe ici des x représente les différentes conditions de 1 jusqu'à 12. C'est le nombre de mots qui peuvent être attachés ensemble jusqu'à une phrase de 12 mots, mais c'est une échelle logarithmique. Et nous avons trouvé qu'on obtenait une meilleure représentation de l'activité cérébrale avec une échelle logarithmique ici. Si vous regardez aussi le profil d'activation, cette fois-ci c'est en secondes, et vous avez l'ensemble des points de mesure que nous avons en IRM fonctionnel, un point toutes les 2 secondes 4 dans cette expérience un petit peu ancienne. Vous voyez qu'on voit le profil d'activité monter de plus en plus haut à mesure qu'on augmente la taille des syntagmes, et aussi se décaler vers la droite. Donc la deuxième prédiction, qui est un décalage temporel, est également vérifiée dans ces données. Et dans les deux cas, l'augmentation a l'air d'être plutôt en fonction du logarithme qu'en fonction du nombre linéaire de mots. Alors, comment comprendre cette activation? Mais il y a plusieurs possibilités que nous évoquons dans cet article, qui ne sont pas encore complètement résolues. Il y a une première possibilité qui n'est pas très intéressante, c'est tout simplement que ce n'est pas l'activité neuronale que nous voyons, c'est la réponse hémodynamique, c'est la réponse donc, du débit sanguin cérébral, et il se peut qu'elle ne soit pas linéaire, il se peut qu'elle sature en fonction de la présentation très dense d'un grand nombre de mots. Bon, je ne crois pas que ce soit la bonne explication ici, parce que la présentation n'est pas si rapide, et parce que des expériences antérieures ont montré dans le système visuel, c'est assez différent, hein, qu'il existe une linéarité des réponses jusqu'à un rythme assez rapide de présentation des objets. Alors, deuxième possibilité, c'est vraiment que les objets neuronaux qui représentent un syntagme croissent moins vite que le nombre de mots, croissent avec une fonction plutôt compressive. Et on peut imaginer plusieurs modèles. Il faudrait réviser le modèle que je vous ai présenté en imaginant qu'au lieu de croître linéairement, vous voyez, cette fonction sature pour ajouter des mots nouveaux. Il pourrait y avoir deux raisons assez intéressantes à celle-là. La première, c'est qu'il y a une compression de l'information, c'est-à-dire que lorsqu'on code les objets sous forme d'un arbre, si c'est un arbre binaire par exemple, eh bien la profondeur de l'arbre peut tout à fait ne dépendre que du log du nombre d'objets qui sont présents en entrée. Il y a une deuxième possibilité que nous ne pouvons pas distinguer ici, qui est tout simplement que les mots deviennent de plus en plus prévisibles à mesure que la phrase se déroule. Voyez, il y a une série de mots qui se déroulent. Si on peut les intégrer dans un syntagme, eh bien la prédiction devient de plus en plus effective au fur et à mesure que les mots se déroulent. Certainement au niveau des catégories syntaxiques, c'est le cas, même si on ne peut pas prédire un mot particulier, on peut prédire la catégorie du mot dans lequel il va se placer. Et vous allez donc avoir à ce moment-là une diminution de l'activité liée à la prévisibilité. Donc, nous ne savons pas très bien encore quels phénomènes sont responsables de cet accroissement logarithmique. Un des problèmes ici, c'est qu'on travaille ici avec l'IRM fonctionnel, qui n'a pas de résolution temporelle, qui ne permet pas donc de voir, enfin, qui n'a pas une très bonne résolution temporelle. Vous voyez que ce n'est pas négligeable, hein, puisqu'on voit quand même ce délai d'activation ici. On voit le pic se décaler vers la droite, mais ce n'est pas une résolution temporelle suffisante pour suivre chacun des mots. Et donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas séparer ces hypothèses. Alors voilà le résumé donc, des activations qui sont observées pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur un cerveau entier, légèrement déplissé pour que vous voyez ces activations tout le long du sillon temporal supérieur, dans la région de Broca ici. On a aussi des activations dans le pôle temporal antérieur droit, et vous avez également des activations sous-corticales, plutôt au niveau du putamen, peut-être de la tête du noyau codé également. Et lorsqu'on baisse le seuil, on voit apparaître d'autres activations un peu plus dorsales, ici, qui sont assez classiques. Donc tout un réseau qui est sensible à cette combinatoire. Et ce réseau se restreint donc, dans la combinaison Jabberwocky. Vous voyez qu'il y a aussi toutes les activations qui sont en vert ici, qui sont des activations qui fonctionnent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des régions du cerveau qui travaillent plus pour la liste de mots que pour la phrase.
On voit vraiment une sorte de découplage entre deux sortes de régions cérébrales et ça montre bien que ce paradigme est capable d'isoler un certain nombre de régions qui semblent jouer un rôle assez spécifique dans le traitement des syntagmes, alors que toutes ces autres régions en vert ici jouent un rôle beaucoup moins spécifique, semblent être activées en fonction de la difficulté qu'il y a à essayer de traiter une liste de mots. Alors, on peut se demander si ces propriétés isolées dans cette expérience sont universelles. Et lorsqu'on a trouvé un résultat aussi, je dirais, paramétrique et simple que celui qu'on a pu voir à l'écrit, on s'est demandé si on pouvait le répliquer également à l'oral. À l'oral, tout est un petit peu plus compliqué, mais bien sûr, on peut faire des phrases de la même manière. Donc, nous avons conçu de nouvelles phrases plus appropriées pour la modalité donc auditive. Comme nous savions qu'il y avait un accroissement en logarithme, Christophe Pallier ici a conçu des phrases avec une puissance de 2. Donc, on part de 16 mots et on décompose progressivement en 2 groupes de 8 mots, 4 groupes de 4 mots, 8 groupes de 2 mots et puis 16 mots isolés. Il y a un problème évidemment important avec la prosodie dans le cas de la modalité auditive. Comment faire pour avoir des comparaisons légitimes entre ces conditions? Si on lit simplement ces phrases, la prosodie va être extrêmement différente en fonction des conditions. Alors, nous avons dans cette expérience fait le choix d'éliminer toute prosodie en créant les stimuli par agglutination des mots, ce qui enlève toute intonation. Donc, un locuteur natif du français a enregistré des mots isolés et on les a tout simplement agglutinés pour former ces objets. Donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Peut-être commencer par la liste de mots. Il lui couvre balle sur gourmande, près du pot, château, champ, habit, parfait, son, début. Voilà, bon. Là, je pense que vos airs des syntagmes n'ont pas réagi. Maintenant, on va essayer d'augmenter leur activation. À l'une de Chine, il habite du portail, le bas, le temple, la nuit. Alors, vous entendez que tout est haché, puisque ce sont des mots isolés, mais il est quand même possible, à un niveau syntaxique et sémantique, de créer des combinaisons de 2 mots ici, parfois. Et puis, on va monter en complexité. Je frappe la cloche, mon père parle souvent, qui rôde en groupe, le bas, péchant. Ah, vous avez bien perçu une structure quaternaire, en quelque sorte. Il manque de force pour suivre le guide, une bougie en cire pour fêter son succès. Ah, ce sont clairement 2 groupes de 8 mots. Il sort le chien au bord du fleuve qui passe à côté du parc du manoir. Voilà, alors vous avez compris qu'on est arrivé ici à une condition un petit peu comparable à la condition visuelle. La prosodie est extrêmement similaire dans tous les cas. Les mots sont similaires, ils sont simplement mélangés de façon différente. Et votre cerveau construit clairement des représentations plus élaborées lorsqu'on peut combiner ces mots. Nous avons ici simplement adopté à nouveau une tâche extrêmement bas niveau qui consistait à détecter si le locuteur changeait à un moment donné. Donc à la limite, détourner l'attention du niveau syntaxique de ces phrases. Et toujours, on cherche à avoir une tâche qui soit le plus homogène possible à travers tous ces niveaux de stimuli. Alors voici le résultat à l'écrit à gauche, comme je vous l'ai déjà présenté, et à l'oral à droite. Alors, on n'a pas fait de condition Jabberwocky ici, donc on retrouve l'ensemble du réseau syntaxique et sémantique de ces phrases. Vous voyez clairement qu'on retrouve l'activation le long du sillon temporal supérieur, une activation du pôle temporal jusque la région postérieure de la jonction temporopariétale, la région frontale inférieure gauche, y compris une activation assez dorsale ici qui atteint la significativité, et donc pratiquement la totalité de ce réseau qui est retrouvé ici. Donc on voit bien, comme je vous l'avais montré d'ailleurs dans d'autres recherches antérieures, que ce réseau répond de façon amodale. Lorsqu'on a appris à lire, eh bien, on accède à l'ensemble du réseau du langage et toutes les activations ultérieures au niveau lexical et sémantique sont des activations qui sont indépendantes de la modalité particulière dans laquelle l'information a été rentrée. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les propriétés paramétriques de dépendance de la complexité des syntagmes sont également préservées à travers les modalités. Alors, on n'est pas les seuls à trouver ces résultats, évidemment. D'autres résultats antérieurs existent. D'ailleurs, le contraste entre une phrase et une liste de mots, c'est-à-dire les extrêmes que nous contrastons dans ces expériences, ont été utilisés, ce contraste a été utilisé plusieurs fois. Et par exemple, ici, il y a une expérience de Laurie Tyler qui mérite d'être mentionnée parce que le résultat est remarquablement proche
de ce qu'on a pu obtenir. Donc ici, elle utilise des phrases, ils ne sont pas complètement Jabberwocky, mais dans lesquelles on a remplacé les substantifs et tous les mots à contenu par d'autres. Donc vous avez une phrase en anglais qui donne « Stephen didn't catch himself very much. Her tooth was driven because he had a weak nail and she couldn't hit anyone properly. » Bon, ça ne veut rien dire du tout, mais les mots sont là et suffisants pour créer une structure syntaxique. Donc c'est un petit peu la même idée avec des mots du langage courant que ce qu'on arrive à faire avec le Jabberwocky. Il y a quand même des activations supplémentaires dans le lobe temporal ici, mais vous retrouvez grosso modo ce noyau de région frontale inférieure gauche, dans la partie triangulaire ici, vous voyez très bien, et puis dans une partie beaucoup plus ventrale, orbitaire ici, plus des activations du lobe temporal. Alors, nous avons voulu aller plus loin et voir si c'était une propriété qui est commune à toutes les langues. Et il y a une langue qui est particulière. Ici, on vient de voir donc, que nous faisons des expériences en français, Laurie Tyler fait des expériences en anglais, j'aurais pu encore en trouver d'autres, des langues parlées. Mais nous avons voulu pousser les choses à un extrême, et avec Antonio Moreno et Christophe Pallier, nous avons regardé ce qui se passait dans la langue des signes. Donc, chez des personnes sourdes, dont la langue des signes est la langue maternelle. Donc des signes françaises. Alors nous avons plutôt Antonio à identifier, 20 volontaires, sourds de naissance, locuteurs natifs de la langue des signes qui ont bien voulu se prêter à des expériences d'IRM fonctionnelles à neurospin. Et il a fallu créer des stimuli appropriés pour ces personnes. Donc toujours la même idée, hein. On va avoir une série de signes, cette fois-ci, purement visuels, qui peuvent former une phrase complète ou deux groupes de 4 signes, 4 groupes de 2 signes ou une liste de 8 signes sans lien particulier les uns avec les autres. Nous avions exactement le problème que pour la modalité auditive, le problème de la prosodie, puisqu'il y a une sorte d'enchaînement des signes dans la phrase et que si on ne faisait pas attention, cet enchaînement serait certainement beaucoup plus haché et moins continu dans une liste de 8 signes que dans une phrase formée de 8 signes qui se suivent dans un ordre cohérent. Alors la manière dont cela a été fait a consisté là encore à enregistrer des vidéos, des signes isolés, et à faire un montage vidéo qui enchaîne ces signes, un petit peu comme on vient d'enchaîner des mots du langage parlé, les uns après les autres, sans prosodie particulière. Donc les mots ont été enregistrés de façon isolée, plutôt les signes ont été enregistrés de façon isolée, et ensuite ils ont été enchaînés les uns aux autres. De cette manière, nous pouvions assurer qu'il n'y avait pas de différence sur le plan physique, sur le plan des enchaînements, et donc tout simplement du mouvement, par exemple, du mouvement biologique. Il n'y avait pas de différence entre nos différentes conditions, mais du point de vue de quelqu'un qui comprend la langue des signes, il y a une phrase intelligible avec 8 signes. Alors 8 signes, c'est déjà des choses assez complexes, parce que chacun de ces signes véhicule une information sémantique riche. C'est comparable à 8 mots à contenu dans la langue parlée. Et donc, est-ce qu'il y a une différence entre comprendre une série de 8 signes qui s'enchassent versus une simple liste? Alors, on a aussi eu la chance chez ces personnes qui savaient lire à des degrés variables, mais qui avaient appris à lire, de pouvoir présenter aussi des conditions de lecture de phrases en français, donc du langage parlé, et donc de répliquer au sein de leur propre cerveau l'expérience précédente avec simplement les deux extrêmes, la phrase de 12 mots ou la liste de 12 mots. Alors, de la même manière, on a simplement demandé à ces personnes de comprendre, ou d'essayer de comprendre ce qui se passait sous leurs yeux, et lorsqu'on leur demandait de cliquer sur un bouton. Alors, première chose que je vous montre, c'est simplement les activations globales dans les deux types de stimuli par rapport au repos. C'est évidemment très grossier comme comparaison, mais simplement pour vous montrer que, comme on en avait discuté d'ailleurs à propos des expériences de Daphné Bavelier il y a quelques cours, eh bien, l'activation dans la langue des signes se recouvre dans une grande mesure avec les activations évoquées par la lecture d'une langue ou par l'écoute d'une langue parlée. Et donc un réseau commun qui implique en particulier les régions du sillon temporal supérieur ici. Et il y a évidemment énormément d'activation visuelle qui est probablement non spécifique, qui a à voir avec le mouvement, la détection des gestes, etc., mais aussi l'activation de ces régions plus linguistiques. Et maintenant, si on regarde notre manipulation de la complexité, donc d'abord on réplique chez ces personnes l'effet de la complexité des syntagmes dans la lecture. Donc des personnes qui sont sourdes mais qui lisent, qui ont appris à lire convenablement, activent la totalité du réseau pour des phrases et l'activent beaucoup moins pour des listes de mots. Donc on a exactement le même effet que des sujets qui sont entendants
Vous voyez qu'il y a une très belle activation ici de la partie triangulaire de l'aire de Broca, une région plus ventrale, et puis des activations tout le long du sillon temporal supérieur. Et aussi sous-cortical, hein, n'oublions pas. Clairement, un morceau du putamen et un morceau du noyau codé ici. Eh bien, ces activations sont partiellement présentes dans la langue des signes également. Et donc, ces résultats ici corroborent l'idée que la langue des signes est aussi une langue réelle, avec des structures dans le cerveau qui font appel aux mêmes régions que les langues parlées. Les résultats sont quand même un tout petit peu décevants et aussi un petit peu intrigants, dans la mesure où l'effet principal de la complexité se situe au niveau sous-cortical, au niveau du putamen et de la tête du noyau codé. Et ça, c'est peut-être très intéressant. C'est l'endroit où il y a le plus de ressemblance entre les activations pour une langue parlée et pour une langue des signes. C'est peut-être un noyau fondamental dans lequel, chez l'homme, on arrive à créer des combinaisons de mots de la langue. Il faudra qu'on y revienne lorsqu'on parlera du gène FOXP2. Le gène FOXP2 joue un rôle particulier dans l'évolution du langage, puisqu'il a subi des mutations tout à fait récentes dans l'espèce humaine et que des anomalies de ce gène conduisent à des anomalies de production du langage et sans doute de formation de structures syntaxiques. Et on sait que ce gène FOXP2 a une influence tout à fait particulière sur la plasticité au niveau sous-cortical. Donc il y a peut-être là une piste de recherche intéressante de voir que cette région sous-corticale est l'endroit où il y a plus de ressemblance entre langue parlée et langue des signes. Mais à un seuil qui est quand même relativement bas, hein, on a dû descendre ici le seuil statistique, on voit quand même apparaître des régions qui, au niveau cortical, ne sont pas loin, disons, des régions qui sont impliquées dans le traitement de la langue parlée et de la langue écrite ici chez ces sujets. Eh bien, pour mettre en évidence ces effets de façon statistique, on peut s'appuyer sur le fait que maintenant ces régions, nous les connaissons bien. Nous avons ce qu'on peut appeler une série de régions d'intérêt qui sont issues du travail de Christophe Pallier et collaborateurs en 2011. Et lorsque nous prenons chacune de ces régions d'intérêt et que nous allons voir à quoi ressemble leur profil d'activation à l'intérieur de la langue des signes, on trouve la plupart du temps un effet significatif de la langue des signes. Donc il y a un problème de significativité qui veut dire peut-être qu'il y a une variabilité entre individus qui est plus grande chez les personnes sourdes que chez les personnes entendantes. Mais vous voyez qu'à chaque fois ici sur ce graphe, vous avez l'effet pour le français écrit, liste de mots versus phrase, liste de mots, phrase, par exemple dans le putamen, ici c'est très clair, liste de mots, phrase, et vous avez un effet similaire pour la présentation de stimuli plus ou moins structurés en langue des signes, depuis la liste de signes au groupe de 2 signes, groupe de 4 signes et groupe de 8 signes formant une phrase. Vous voyez que là, dans le putamen, il y a vraiment une activation extraordinairement parallèle, même sur le plan quantitatif. Dans les autres régions, de façon un petit peu surprenante, l'activation est moins forte, il y a moins d'amplitude de cette différence, mais il y a quand même des effets significatifs. Alors nous ne comprenons pas très bien pourquoi les régions corticales seraient moins faciles à activer ou moins modulées par la langue des signes, mais peut-être le plus important de ces résultats, c'est qu'il y a quand même une intersection, donc à la fois au niveau cortical et au niveau sous-cortical, qui suggère que des réseaux similaires sont engagés. Alors, d'autres collègues de par le monde, évidemment, mènent ces recherches et essayent, comme nous, de comprendre la fonction de ces régions de Broca, de ces régions du sillon temporal supérieur. Et je voudrais vous parler maintenant du travail d'Angela Federici, qui publie en 2015 un article avec Gaucha qui tente de faire une dissection un petit peu similaire des phrases. Je pense inspirée par le travail qu'on a pu faire avec Christophe Pallier. Mais elle a une théorie un petit peu différente. Elle est surprise par nos résultats. Elle pense depuis le départ que la région 45, c'est-à-dire la partie triangulaire de l'aire de Broca, et a fortiori la région préventrale orbitaire, ne devrait pas être impliquée dans un traitement syntaxique, mais devrait être impliquée dans un traitement sémantique. Et pour elle, le traitement syntaxique à proprement parler se situe dans la partie 44 de l'aire de Broca, c'est-à-dire, on avait parlé de ces divisions dans le dernier cours, hein, c'est-à-dire une région qui est plus dorsale, qui est plus postérieure, et elle voit des activations dans cette région dans toutes sortes de conditions syntaxiques. Elle mène ses études dans la langue allemande, à Leipzig, et voilà, il y a nécessité de réconcilier ces résultats entre eux. Alors, pour étudier cela, elle commence par faire une expérience dans laquelle elle regarde des facteurs qui sont extrêmement proches de ceux que nous avons étudiés.
Elle va créer un paradigme qu'on appelle 2 x 2, c'est-à-dire avec 2 facteurs qui sont manipulés de façon indépendante. Premier facteur, la syntaxe, comme nous. Elle va comparer la présence d'une syntaxe structurée, formant une phrase, avec la présence d'une simple liste de mots. Et puis, deuxième facteur qui est manipulé, c'est ce qu'on pourrait appeler la sémantique lexicale, présence de mots ou de pseudomots sans signification. Donc elle va, comme nous, utiliser une condition de Jabberwocky et la contraster, une condition dans laquelle il y a des vrais mots. Alors dans son exemple, il faut voir que les originaux sont en allemand, hein, donc prenez ces tables avec un grain de sel, parce qu'il faut aller voir les originaux en allemand, mais voilà ce qu'elle publie dans l'article. Donc on part d'une condition de phrase normale, normal prose, NP, the complexity of the regulations had shocked the unhappy kingdom. Et puis, la condition qui va l'intéresser, c'est une condition dans laquelle on conserve les mots, mais là encore, comme dans l'expérience de Tyler auparavant, eh bien, on substitue les mots de manière à ce que ça n'ait plus beaucoup de sens au niveau de la phrase tout entière. Donc ici, the vicinity of the constipations had ironed the uncanny wisdom. Bon, la proximité de la déconstipation a repassé la sagesse invraisemblable, quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est un peu étrange et il n'y a pas de sens, mais il y a encore une construction syntaxique. Et puis on descend donc à la condition Jabberwocky, dans laquelle on remplace les mots par des pseudomots, et ensuite on a 2 conditions de random word order, ici, dans lesquelles les mots sont en ordre aléatoire, et de Jabberwocky in random order, donc des pseudomots en ordre aléatoire. Donc ce paradigme 2 x 2, qui ressemble très fort à ce qu'on a pu mener. Alors, une différence, cette expérience est menée dans la modalité auditive, et il y a cette phrase dans l'article qui dit « Une locutrice a été entraînée à enregistrer ses phrases avec une prosodie normale ». Alors, je suis un peu surpris, je n'ai pas eu les stimuli auditifs, mais je ne vois pas du tout comment on peut prononcer les stimuli du bas avec une prosodie normale. Ça, c'est très difficile à imaginer, peut-être que c'est possible, mais je crois qu'il y a certainement une différence de prosodie qui contribue à ces stimuli. Alors voilà, par contre, la tâche est assez intéressante et maligne. Toujours la même idée que, quels que soient ces stimuli, il faut qu'on fasse une tâche identique, que le sujet ait une tâche à faire qui soit neutre par rapport à ces stimuli. Et ici, on demande au sujet de détecter un mot qui est présenté juste avant la phrase. Donc, vous avez le mot idée, par exemple, puis la phrase, et le sujet doit détecter si le mot est présent ou pas. Et les résultats sont extraordinairement similaires à ce qu'on avait trouvé. Donc au départ, vraiment, c'est tout à fait clair. Donc par exemple, si vous contrastez les phrases anormal prose, c'est-à-dire prose anormale, c'est-à-dire ces phrases où on a remplacé des mots par d'autres, mais on conserve la syntaxe, vous avez encore un chapelet d'activation un peu interrompu ici, mais le long du lobe temporal, et des activations frontales inférieures gauche qui sont très similaires aux nôtres, qui impliquent la région triangulaire, une région un peu plus dorsale ici, une région ventrale également, et tout ceci dans une condition dans laquelle il y a de vrais mots. Et puis, exactement comme nous, lorsque on remplace les mots par des pseudomots, donc du Jabberwocky, eh bien l'activation se concentre dans un tout petit nombre de régions qui sont à nouveau 2 régions frontales inférieures gauche et une région temporale au niveau de la partie postérieure du sillon temporal supérieur et du gyrus temporal moyen. Alors, vous voyez ici que lorsqu'on superpose avec les aires cytoarchitectoniques moyennes, l'activation rouge serait plutôt dans la région 44 ou à la frontière 44-45, et celle-ci est franchement dans la région 45, dans la partie triangulaire. De ce point de vue-là, c'est un petit peu différent de notre situation où ces 2 activations étaient décalées vers le bas. Bon, ce n'est pas les mêmes sujets, ce n'est pas les mêmes langues, ce n'est pas les mêmes machines, donc il y a beaucoup de sources possibles de ces petites différences. Moi, je suis plutôt frappé par la similarité générale de ce résultat qui suggère qu'en allemand, en Jabberwocky allemand, il y a aussi un réseau tout à fait similaire. Alors, si on regarde par exemple ces 2 régions antérieures et postérieures ici, on voit exactement l'interaction que nous avions vue dans notre expérience, c'est-à-dire liste de mots et phrase, c'est simplement placé dans un ordre différent de la gauche vers la droite par rapport à nous. Augmentation très forte lorsqu'il y a des vrais mots, augmentation très faible ou quasiment absente lorsqu'il n'y a que du Jabberwocky. Donc vous voyez que dans ces régions antérieures et postérieures, c'est plutôt un traitement sémantique des mots et des combinaisons de mots qui s'effectue, alors que dans ce cœur ici, c'est plutôt un traitement syntaxique qui s'effectue même lorsqu'on a substitué les mots par des pseudomots.
Alors, l'activation tout à fait évidente de la région 45, ici, semble contredire l'hypothèse des auteurs selon laquelle cette région serait impliquée dans la représentation sémantique des phrases. Puisque là, il n'y a plus que du Jabberwocky, c'est très difficile d'imaginer quelle est la sémantique exactement. Mais les auteurs continuent de défendre cette hypothèse en disant, faisant remarquer, à juste titre d'ailleurs, que dans le Jabberwocky, on utilise non seulement des mots grammaticaux et de la morphologie inflexionnelle, c'est-à-dire des inflexions grammaticales comme les pluriels ou les terminaisons des verbes, mais on utilise aussi des mots qui sont morphologiquement complexes. Ils ont des marques morphologiques. Par exemple, on utilise des pseudomots comme dismote en anglais ou motable, qui donc constituent des combinaisons sémantiques, ou en tout cas ont un certain contenu sémantique. Vous ne pouvez pas comprendre le pseudomot motable, mais vous pouvez comprendre qu'on peut moter, ou quelque chose comme ça, quel que soit le sens du verbe moter. Alors, dans l'expérience 2, ils essayent d'aller au-delà et donc de dissocier ces différents facteurs. Donc, ils vont cette fois-ci combiner la présence d'une syntaxe structurée ou de stimuli en ordre aléatoire sous forme de liste avec la présence ou non d'une morphologie complexe au sein des pseudomots. Alors, regardons, ça devient très subtil, hein. Ça, c'est la condition de tout à l'heure, dans laquelle vous avez des pseudomots, donc du Jabberwocky, mais les pseudomots comprennent des marqueurs de morphologie dérivationnelle, donc, qui selon eux sont des marqueurs sémantiques. Et puis, on va donc déstructurer ces conditions-là, soit en ayant des pseudomots qui n'ont plus de tels marqueurs, soit en ayant carrément enlevé également l'information sur les mots grammaticaux, sur certains mots grammaticaux en tout cas. Et puis, même chose en ordre aléatoire ici. Alors, premier résultat qui est quand même très élégant, tout le monde, à chaque fois, réplique le contraste Jabberwocky versus liste de mots. Et ce noyau donc, de région syntaxique, vous le voyez, est à nouveau répliqué ici. Lorsqu'on contraste une phrase en Jabberwocky versus une liste de mots en Jabberwocky, on trouve systématiquement ce jeu de trois régions ici. Avec leur position a encore un petit peu bougé. Il faut savoir que sur le plan cytoarchitectonique, donc même au niveau anatomique, ces régions sont parmi les plus variables du cerveau. Leur position peut varier de l'ordre du centimètre d'un sujet à l'autre. Donc quand on teste un nouveau groupe de sujets, les choses se déplacent un petit peu, ce qui évidemment complique la compréhension de ce que font ces régions. Donc les choses ont bougé un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'activation se concentre encore plus lorsqu'on enlève les marqueurs de la morphologie dérivationnelle. Voilà. Donc les pseudomots qui n'ont plus ces marques de type able, par exemple, mais dans lequel on conserve encore une structure de phrase portée par les petits mots grammaticaux, les déterminants, les auxiliaires, etc., eh bien, on ne conserve plus que la région 44 de Brodmann, et cette fois-ci, c'est clair que l'activation est clairement au sein de cette aire 44 de Brodmann. On peut aussi confirmer cette localisation particulière en faisant un contraste dans l'expérience 1 de tout à l'heure, en contrastant la phrase avec des pseudomots aux vrais mots présentés dans un ordre aléatoire. Et quand on soustrait la présence de vrais mots, eh bien à ce moment-là, même dans l'expérience 1, les auteurs ici isolent une activation qui est à nouveau dans l'aire 44, même si elle n'est pas exactement au même endroit, hein, comme vous pouvez le voir. Donc toujours des difficultés d'interprétation liées à la localisation de ces régions. Donc, conclusion, il y a encore un argument supplémentaire qui est intéressant. Il montre aussi que l'activation de cette R44 ici est particulièrement intense selon la cible qui est présentée au sujet avant la phrase. Lorsque les sujets ont pour cible un mot de fonction, un mot grammatical, par exemple un déterminant, eh bien, ils ont un surcroît d'activité dans cette région, comme si le fait de chercher un mot grammatical amplifiait l'activité liée au traitement syntaxique des phrases. Donc on peut vraiment penser que cette région 44 joue peut-être un rôle particulier dans l'organisation de la phrase liée à la présence de mots grammaticaux ou de marqueurs de morphologie inflexionnelle, des inflexions du verbe, des pluriels, qui sont particulièrement évidemment saillants en allemand, et que cette information-là est amplifiée lorsqu'on recherche un mot grammatical. Donc, conclusion de Guccia et Frederici, c'est l'ère de Brodmann 44 qui serait spécifique des calculs syntaxiques. Et l'ère 45 serait impliquée, selon eux, dans une représentation sémantique des phrases, des mots isolés, même d'un pseudomot unique, dans la mesure où il comprend des morphèmes intelligibles, par exemple démouté ou garpable, etc. C'est une conclusion un petit peu curieuse, parce que vous avez vu qu'ils ont quand même déconstruit les stimuli de façon massive. Il ne reste pratiquement plus de sens dans ces stimuli Jabberwocky. Et pourtant, il reste encore une activation très forte
de l'ère 45. Alors, personnellement, je pense que cette interprétation est un petit peu abusive et qu'il y a une autre interprétation qui est possible, qui est que la morphologie dérivationnelle est aussi une forme de combinatoire syntaxique. On l'a vu tout à l'heure, il y a un ordre dans lequel ces morphèmes sont en jeu, il y a un arbre qui est impliqué derrière même un seul mot comme unlockable. Donc il y a une arborescence, simplement ce n'est peut-être pas la même nature de l'arborescence qui est calculée, et peut-être que des régions distinctes calculent des arborescences distinctes. Donc je pense qu'on peut être d'accord que peut-être l'ère 44 est impliquée particulièrement dans le traitement des informations syntaxiques véhiculées par les petits mots grammaticaux, par exemple les articles, les pronoms, les auxiliaires, tout ce qui reste dans le Jabberwocky, et aussi la morphologie inflexionnelle, donc les inflexions portées par les mots. Mais l'ère 45, elle, pourrait être impliquée dans une autre forme de syntaxe, qui est la syntaxe de la morphologie dérivationnelle. Et on parle de morphosyntaxe en linguistique, précisément parce qu'on considère que la morphologie des mots complexes et la syntaxe ne sont qu'un seul et même ensemble de règles, finalement, qui impliquent des arbres dans les deux cas. En tout cas, vous voyez que ces données sont très récentes, les questions ne sont pas encore complètement résolues, mais il y a au moins une hypothèse qui est saillante ici, c'est qu'il y aurait plusieurs circuits. Il y a sans doute plusieurs circuits parallèles, on en avait déjà discuté la dernière fois, et nous essayons de commencer à comprendre pourquoi ces différents circuits interviennent dans tel ou tel cas, et quelle est l'information qui est codée par chacun d'eux. Alors, dans la dernière partie de ce cours, je voudrais vous parler de la possibilité qu'on aille vers des choses encore plus simples, et si les hypothèses de départ sont correctes, même la combinaison de deux mots devrait être suffisante pour créer un premier syntagme, une première combinaison, un premier arbre dans le cerveau. Donc on devrait pouvoir trouver des paradigmes ultra simplifiés dans lesquels on combine deux mots et on voit l'activation de ces mêmes régions. Et cette combinaison peut à nouveau, bien sûr, être syntaxique au premier chef, ou elle peut être aussi sémantique. Alors, un certain nombre d'expériences sont portées là-dessus. Elles ne sont pas toujours conclusives, mais je les trouve intéressantes et il faudrait certainement les prolonger. C'est Laurie Tyler, en Angleterre, à Cambridge, qui a mené la première des expériences de ce type. Elle a présenté, dans un travail ici de 2008, des mots qui sont homographes, mais qui peuvent être des verbes ou des noms. Et alors, on va les présenter seuls ou on va les désambiguiser avec un petit mot grammatical comme a ou I. Alors, cette expérience donc, va consister à présenter soit des mots isolés comme battle, soit des mots avec un mot grammatical a battle ou I battle. Chat, I chat. Alors évidemment, ces mots sont ambigus, mais elles font varier ici, les auteurs font varier un paramètre de fréquence d'usage des mots comme nom ou comme verbe. On peut dire que certains de ces mots sont fréquents comme nom et d'autres sont fréquents comme verbe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'ils n'ont pas trouvé d'effet de cette variable ici. Donc ce qui compte, c'est plutôt qu'on présente des mots qui sont ambigus ici et on les désambiguise et on les force à devenir un objet groupe nominal, syntagme nominal, ou un objet, syntagme verbal, par le biais d'un petit mot grammatical. Bon. Le résultat est assez clair. La tâche n'a rien à voir, donc on détourne l'attention du sujet sur cet aspect grammatical, on demande de juger si les mots sont agréables ou pas, et il y a un contrôle qui vaut ce qu'il vaut, qui consiste à présenter un nombre identique de caractères XXX sur l'écran. C'est vraiment un contrôle de bas niveau, et il y a un problème dans cette expérience, c'est que celui que je mentionnais au départ, c'est qu'il contraste des conditions avec deux mots et des conditions avec un seul mot. Donc forcément, le nombre de mots à lui tout seul est une variable ici. Alors ils essayent de soustraire l'activation correspondante en mettant des lettres, des chaînes de lettres. Bon, ça n'est pas un contrôle très satisfaisant parce que les chaînes de X ne forment pas des mots. Donc il y a un peu de confusion dans cette expérience. Néanmoins, les résultats ne sont pas inintéressants. La présentation de mots seuls par rapport aux chaînes de XXX donne lieu à une activation déjà du gyrus frontal inférieur gauche. Et il y a un surcroît d'activité très net lorsqu'on présente donc des syntagmes formés de deux mots ici, avec pratiquement le même réseau qu'on voit dans toutes ces expériences. Donc deux mots peuvent suffire à activer ce réseau. Et la soustraction, ici, à la limite, isole un réseau encore plus clair qui va jusqu'à la partie antérieure du lobe temporal, qui ressemble pratiquement à la totalité du réseau que je vous montrais tout à l'heure. On n'est pas obligé de présenter des phrases de 12 mots ou des phrases de 8 mots. Peut-être qu'une combinaison de deux mots est déjà suffisante pour activer ce réseau. Et ça veut dire qu'à l'avenir, on pourra faire des expériences où on va vraiment disséquer ces objets.
Il y a un autre résultat qui est assez intéressant dans l'expérience de Tyler et collaborateurs, c'est qu'il y a une différence entre nom et verbe. Il n'y a pas d'effet de la racine elle-même, du fait que la racine soit plutôt utilisée comme un nom, plutôt utilisée comme un verbe, l'objet lexical lui-même, mais par contre, à l'intérieur d'un syntagme, il y a des différences, il y a plus d'activité pour les syntagmes verbaux que pour les syntagmes nominaux, et ceci au moins dans cette région ici. C'est un peu surprenant de voir qu'il n'y a pas de différence d'activité frontale parce qu'on va voir que beaucoup d'expériences trouvent une différence d'activité frontale. Mais le résultat général, c'est intéressant, c'est que les syntagmes verbaux semblent être des objets plus lourds, à nombre de mots égal, à nombre de mots égal, les syntagmes verbaux seraient des objets plus complexes au niveau cérébral que les syntagmes nominaux. L'activation dans cette région temporale postérieure ici n'est pas incompatible avec l'article de la semaine dernière, l'article de Frank Land et collaborateurs, qui montrait qu'on pouvait décoder de quel verbe il s'agit sur la base de l'activation dans une région très proche. Donc c'est intéressant, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec les verbes dans cette région temporale postérieure ici, mais on va voir que d'autres études trouvent aussi des activations frontales inférieures gauche. Si on continue, donc sur la même logique, eh bien, Tyler et collaborateurs ont aussi fait une expérience avec un seul mot fléchi ou pas. Voyez. La logique est très simple. S'il y a un mot fléchi, c'est déjà un arbre. La flexion se combine avec l'objet lexical pour former un tout petit arbre. Alors l'expérience est extrêmement simple. On va à nouveau présenter des noms ou des verbes et ils vont être infléchis ou pas, formant des choses comme bullets, par exemple, ou things. Okay. Bullet est un nom, sing est un verbe. L'ajout d'un S crée un objet plus complexe qui est soit un nom au pluriel, soit un verbe conjugué. On ne peut pas imaginer une expérience plus simple. J'aime bien cette expérience parce qu'on présente là vraiment un seul objet sur l'écran. Il n'y a plus ce problème de présenter deux mots versus un mot. Et là encore, on fait la même tâche de jugement de valence, plaisant ou pas. Et l'activation est extrêmement claire. Il y a une augmentation d'activation, toujours dans notre réseau, dans la région frontale inférieure gauche. Alors, c'est assez nettement cette fois-ci dans la partie la plus dorsale, la plus operculaire ici, donc plutôt Brodmann, l'aire de Brodmann 44. Et vous avez aussi des activations le long du sillon temporal supérieur, un petit peu antérieur, ici un petit peu au niveau moyen. Et donc, il suffit apparemment de rajouter un morphème comme un S pluriel ou un S correspondant à la conjugaison des verbes pour obtenir un surcroît d'activité dans ces régions, comme s'il y avait déjà un petit arbre qui a été construit. En fait, les résultats sont encore un petit peu plus intéressants parce que cet effet de construction n'est significatif à proprement parler que pour les verbes. Donc l'ajout d'un S après un verbe crée un objet complexe qui fait intervenir la région de Broca et la région temporale moyenne gauche, mais l'ajout d'un S à un nom ne crée pas d'activation aussi facilement détectable. Alors, tout ceci converge avec l'idée que les objets verbaux sont des objets complexes. Il y a peut-être la création de nœuds supplémentaires dans le cas des verbes. Si vous parlez avec des linguistes, ils vont vous dire que oui, forcément, le verbe est un objet beaucoup plus complexe. Le verbe est un objet qui implique un nœud de temps verbal. On en avait parlé dans les cours précédents. Il y a derrière le verbe des arborescences plus compliquées que celles qu'il peut y avoir derrière un simple nom au pluriel. Donc je trouve que ces expériences mériteraient d'être poursuivies parce qu'elles donnent l'indication qu'on a peut-être là une manière tout à fait élémentaire d'attaquer le problème, une sorte de drosophile de la syntaxe, si je puis dire, un objet minimal qui peut être étudié. D'autres expériences utilisent non pas l'IRM mais la magnétoencéphalographie pour regarder le même phénomène, et je voulais citer ce travail là encore un petit peu préliminaire et pas complètement conclusif de Gabriele Micheli et collaborateurs en Italie, dans lequel ils ont la même idée. Ils vont présenter soit un article plus un nom, soit un pronom plus un verbe, donc des objets minimaux avec deux mots, mais comme on est en MEG, on va pouvoir séparer les activations liées au premier mot et au deuxième mot dans la modalité visuelle, et en italien, ils peuvent utiliser à nouveau des homonymes, des objets qui sont strictement identiques, qui peuvent être des noms ou des verbes, donc il ballo, i balli, io ballo, tu balli. Donc la danse, les danses, je danse, tu danses. On pourrait faire cette expérience en français également. Et les résultats en magnétoencéphalographie, donc comme je vous le dis, on peut suivre l'activation causée par le premier mot, qui est le mot de fonction, et puis un petit peu plus tard, l'activation causée par le deuxième mot, qui est le mot à contenu.
Et il y a beaucoup de résultats. Vous voyez que les résultats sont quand même assez complexes, dépendent évidemment de la reconstruction des sources associées à ces effets. Donc on aurait préféré que l'activation ne montre qu'une seule différence au moment de la présentation du mot à contenu, mais il se trouve qu'il y a déjà des différences au moment de la présentation du mot de fonction. Hein. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que vers 300 millisecondes ici, on voit, même simplement au niveau des capteurs, on voit des différences qui suggèrent très nettement une implication supérieure de la région frontale inférieure gauche lors de la formation des syntagmes verbaux. Donc le syntagme verbal semble encore un objet particulier. Vous voyez que si on regarde simplement les activations causées par les noms et par les verbes, ici, ou plutôt les syntagmes nominaux et les syntagmes verbaux, les activations sont quand même assez similaires avec des différences d'amplitude. Et puis à ce moment-ci, il y a clairement quelque chose en plus qui est l'entrée en activité d'un réseau qui pourrait être celui de la région frontale inférieure gauche. Donc tout ceci suggère qu'il se passe bien quelque chose de particulier, même avec deux mots, dans la mesure où ces mots cachent des arbres complexes. Alors, syntaxe ou sémantique, ça c'est une question intéressante. Vous voyez que ces études suggèrent que les verbes au niveau syntaxique ont un rôle particulier à jouer. Et je trouve très intéressant de ce point de vue-là de revenir sur des expériences beaucoup plus anciennes. Ici, par exemple, le travail de Damasio de 1993, qui a un petit peu lancé ces études, avec Alfonso Caramazza aussi. Et il y a eu énormément d'études donc, qui ont étudié la dissociation entre nom et verbe. Et dans le travail de Damasio, par exemple, il y avait certains patients, les deux qui ont des lésions ici dans les régions temporales, qui avaient plus de problèmes à nommer les noms qu'à nommer les verbes. Et il y avait un patient dont on voit la lésion ici qui implique la région 44 de Brodmann, la région frontale inférieure gauche, un petit peu au-delà, qui avait des problèmes spécifiques d'anomie pour les verbes. Donc dissociation, double dissociation, anomie pour les verbes avec une lésion frontale, anomie pour les noms communs avec une lésion temporale. Et au départ, cette découverte avait été interprétée comme étant en lien avec la sémantique de ces mots. Les verbes impliqueraient une représentation de l'action, il pourrait y avoir une activation de neurones miroirs qui ont été découverts ensuite, il y aurait une implication des cortex moteurs et prémoteurs dans la représentation des actions associées aux verbes, et tout ceci est possible. Mais peut-être que ce qui a été un petit peu négligé dans cette étude, c'est la possibilité qu'il y ait aussi un traitement syntaxique de ces objets, non-verbes, qui soient radicalement différents. Et une expérience de Perani en particulier a attiré mon attention. Dans ce travail de Perani et collaborateurs, en 1999, vous voyez que c'est déjà assez ancien, hein, il comparait des verbes et des noms, mais il s'était arrangé pour essayer d'exclure des composantes motrices. Donc les verbes étaient des verbes abstraits, des verbes d'état mentaux, comme espérer, par exemple, qui n'est pas associé à une action motrice évidente, particulière, et des mots abstraits, comme espérance. Et même en faisant ce contraste, donc verbe versus mot abstrait, eh bien, ils observaient un réseau qui m'a frappé comme étant largement similaire à celui que je vous montre depuis le départ, associé au traitement de la syntaxe. Ici, l'activation est tout à fait clairement dans la région frontale inférieure gauche, plutôt dans la partie triangulaire, d'ailleurs 45 que 44, toujours aussi cette activation associée dans la région temporale. Et donc on peut se demander si ce n'est pas plutôt les propriétés syntaxiques des verbes qui sont responsables d'au moins une partie des dissociations qui sont observées. Il y a clairement quelque chose de particulier à l'objet verbe au niveau syntaxique et pas seulement au niveau sémantique. Alors, fin de cette parenthèse sur verbe versus nom, je voudrais juste terminer cet exposé d'aujourd'hui en mentionnant donc que nous avons vu avec la distinction nom-verbe, avec les paradigmes à deux mots, qu'il y a vraiment un noyau de région, c'est celui qu'on voit ici par exemple, qui est impliqué dans la syntaxe. Mais d'autres études ont aussi essayé de regarder, vous vous souvenez dans le travail de départ, la partie de la jonction temporopariétale ici et la partie du pôle temporal dont on a vu avec le travail avec Christophe Pallier qu'elle semble impliquée dans la combinaison sémantique. Alors de la même manière qu'il y a des combinaisons syntaxiques avec deux mots, il y a aussi des études de combinaisons sémantiques avec deux mots ou avec quelques mots. Et je voulais vous présenter ces travaux qui sont quand même très intéressants. Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus. D'abord celle de Grossman et collaborateurs qui font un très joli travail sur la combinaison de deux noms. Comment est-ce qu'on fait pour combiner deux noms ensemble pour créer un sens qui va au-delà du sens des mots de départ. Donc, par exemple, en anglais, plaid jacket. Ce sont deux mots qui se combinent pour spécifier qu'on parle d'un type de veste avec un tissu particulier.
eh bien, les mots plaid, jacket peuvent se combiner sémantiquement. La syntaxe est assez minimale. Il n'y a pas, voyez, de morphologie inflexionnée, il n'y a pas d'inflexion, il n'y a pas de mots grammaticaux ici. Il y a juste deux objets qui se combinent sur le plan sémantique. Alors l'expérience qu'ils font est assez sympa. Ils présentent deux mots successivement, toujours deux mots, donc il n'y a pas de problème de nombre de mots particuliers, mais certaines combinaisons font sens et d'autres ne font pas sens. Par exemple, moss pony, mousse poney, on ne voit pas, même en cherchant, on ne voit pas très bien quelle combinaison ça peut faire. Alors ils choisissent des combinaisons avec sens et des combinaisons dépourvues de sens, et lorsqu'ils font le contraste au niveau de l'activité cérébrale, vous voyez que c'est très clair. Ce n'est pas la région de Broca qui intervient, c'est la région du gyrus angulaire. Ils appellent ça gyrus angulaire, c'est vraiment toujours cette région de la partie postérieure du sillon temporal supérieur ici. Lorsqu'elle atteint sa jonction avec le lobe pariétal, avec le gyrus angulaire, c'est cette région-ci. Donc on est au début de ce gyrus angulaire. Bon, peu importe l'étiquette anatomique, hein, mais c'est très clair qu'il y a une région ici qui joue un rôle dans les combinaisons sémantiques de noms, quel que soit d'ailleurs le sens particulier qu'on leur attribue. Les auteurs font varier le sens de ces combinaisons. Ça peut être une qualification auditive, ça peut être une qualification de mouvement, ça peut être tactile, ça peut être visuel. Donc plaid, jacket, je pense que ça serait dans la catégorie visuelle ici. On a modifié l'aspect visuel de la veste par une sorte de complément ici. Eh bien, quel que soit ce champ sémantique, c'est la même région qui intervient. Les détails de cette étude sont assez intéressants. Ils montrent par exemple que les sujets peuvent donner une indication continue de la combinaison de ces deux mots. Certaines combinaisons ont une force tout à fait évidente, d'autres sont beaucoup plus difficiles et vont jusqu'à 0, ou pratiquement 0, on ne peut pas les combiner. Eh bien, cet indice continu corrèle aussi avec l'activation de cette même région et même un prédicteur, vous voyez, encore plus fort de l'activation de cette région. Et encore plus intéressant, les sujets diffèrent entre eux, tout le monde n'a pas la même sensibilité à ces combinaisons de mots. Alors ça, c'est peut-être l'aspect le plus spéculatif de leur travail, mais si c'est vrai, c'est assez curieux. Donc chaque ligne ici représente un sujet, et ce que vous avez, c'est le temps de réaction en fonction des différentes paires de mots. Et les paires de mots comme plaid, jacket, qui se combinent facilement, on y répond vite. Hein. Il s'agit de juger si les mots se combinent ou pas. Lorsque les mots se combinent facilement, vous cliquez rapidement, votre temps de réaction est rapide. Lorsque les mots ne se combinent pas facilement, vous cherchez un peu et vous finissez par conclure que ça ne peut pas se combiner, votre temps de réaction est ralenti. Mais vous voyez que différents sujets n'ont pas la même pente ici. Certains sujets sont très sensibles à cet effet, d'autres sujets ne sont pas très sensibles à cet effet. Et lorsqu'on regarde ces différences individuelles, elles corrèlent avec l'épaisseur du cortex dans cette région du gyrus angulaire. Autrement dit, il y aurait certains sujets qui sont très habiles, très sensibles à ces combinaisons sémantiques et qui ont un cortex épais dans cette région, et d'autres qui sont moins habiles, moins sensibles et qui ont moins d'épaisseur corticale dans cette région. Je pense que ce serait intéressant de répliquer ce travail, mais s'il est vrai, ça veut dire que peut-être nous avons un entraînement plus ou moins variable dans cette capacité de combinaison sémantique. En tout cas, c'est intéressant de voir que tous ces critères convergent vers la même région, et un troisième critère converge vers cette région. Les auteurs étudient des patients qui ont une démence liée à une maladie neurodégénérative. Vous savez qu'il y a toutes sortes de démences. La maladie d'Alzheimer n'est pas la seule. Les neurologues distinguent différents types de démences. Ici, ils mettent ensemble un assemblage de 20 patients qui ont des atrophies du lobe temporal à des degrés variables, et ils font passer à ces patients leur test de capacité de détecter si des mots se combinent ou pas. Certains patients ont énormément de problèmes à dire que plaid jacket se combine correctement, alors que moss pony ne se combine pas correctement. Et puis d'autres patients n'ont pas de problème du tout et leur problème se situe ailleurs. Eh bien, lorsqu'on regarde quels patients ont des difficultés, donc ici chaque point représente un patient, eh bien, vous voyez que la densité de matière grise, donc l'intégrité de cette région du gyrus angulaire, prédit quels patients vont avoir une capacité préservée de combinatoire sémantique. Et plus cette région est abîmée, plus les patients ont des difficultés à faire cette opération de combinaison sémantique. L'image du bas vous montre qu'il y a un recouvrement tout à fait net entre l'étude des patients et l'étude des sujets normaux. Les deux études, par des moyens différents, convergent pour suggérer que cette région du gyrus angulaire, ou en tout cas de la partie la plus postérieure du sillon temporal supérieur, joue un rôle particulier dans cette combinaison de deux noms, alors qu'il n'y a pratiquement pas de syntaxe, au sens où il n'y a pas d'objet, comme des petits mots grammaticaux, par exemple. Voilà.
Alors, ces études sont convergentes avec celles d'un autre groupe, celui de Lina Pilkanen à New York University, qui étudie à nouveau la capacité combinatoire dans le domaine sémantique, donc avec des vrais mots, et avec cette fois-ci des combinaisons adjectifs plus nom. C'est très proche. Alors, leurs résultats, on va le voir, convergent plutôt vers la partie antérieure du lobe temporal, mais impliquent aussi parfois la partie du gyrus angulaire qu'on vient de voir. Donc, les résultats sont partiellement cohérents. La méthode qui est utilisée par Lina Pilkanen, c'est celle de la magnétoencéphalographie. Donc il faut toujours faire attention. Hein. Le premier groupe ici travaille avec l'IRM, il est capable d'une localisation extrêmement fine. Le groupe de Pilkanen travaille avec la magnétoencéphalographie. La localisation est sujette à caution, elle n'est pas parfaite. Par contre, la dynamique temporelle peut être identifiée et ceci nous donne une sensibilité puisqu'on peut identifier une étape particulière de traitement, peut-être qui dure seulement quelques dizaines de millisecondes, hein, mais qui peut être isolée par la magnétoencéphalographie. Alors, le groupe de Pilkanen a publié plusieurs dizaines d'études de cette combinaison adjectif-nom qui sont plus ou moins convergentes. J'en ai isolé quelques-unes pour vous montrer un petit peu la logique de ce travail. À chaque fois, il s'agit de regarder donc, la combinaison d'un adjectif et d'un nom. Par exemple, red boat. Alors là encore, hein, la syntaxe est minimale, c'est l'ordre des mots évidemment et le fait que vous savez que l'un est un adjectif et l'autre est un nom qui vous permettent de créer cette combinaison. Il n'y a pas de mots grammaticaux, il n'y a pas d'inflexion. Mais donc pour leur design expérimental, ils vont donc regarder spécifiquement cette condition à deux mots qui peuvent se composer et ils vont essayer de trouver des conditions de contrôle. Ce n'est pas tout à fait parfait dans leur expérience, mais dans l'une des conditions, ils vont donc regarder l'activation causée par le même deuxième mot lorsqu'il est précédé d'une chaîne de caractères sans signification. Donc il n'y a pas de combinaison puisqu'il n'y a même pas de mot en premier. Et puis dans une autre condition, ils vont regarder une liste de mots, donc il y a deux mots, mais la combinaison ne fonctionne pas, cup, boat, ce sont deux noms qui ne peuvent pas se combiner. Et là encore, il va y avoir une condition de contrôle avec le dernier mot seul précédé d'un mot sans signification, sans structure, une chaîne de consonnes. Donc, vous voyez que cette expérience, évidemment, il y a toujours des difficultés de trouver quelles sont les bonnes conditions à contraster. Hein. Et ici, ça se combine avec la tâche du sujet qui n'est pas évidente. Le sujet entend ces deux mots, et ensuite il voit une image, et il doit juger si les mots correspondent à l'image. Alors si les deux mots ont été présentés, peuvent se combiner, comme red boat, il doit utiliser les deux mots. Donc il ne doit répondre oui que si le bateau est effectivement rouge, si c'est un bateau et qu'il est effectivement rouge. Et puis dans les autres conditions, un seul des mots suffit pour répondre. Donc les conditions expérimentales ne sont pas parfaitement appariées entre elles. Et on aurait peut-être préféré que ce soit mieux que ça. Mais c'est quand même vrai que sur le plan superficiel, lorsque vous voyez ces deux mots, votre cerveau ne peut pas s'empêcher de les combiner sur le plan sémantique. Et ça n'est pas le cas, évidemment, dans les autres conditions. Alors, sans rentrer dans un immense détail, ils font des analyses de sources en magnétoencéphalographie. Donc, il y a un aspect aussi de reconstruction des sources qui n'est pas toujours facile. Mais ils trouvent dans cette expérience, j'ai oublié de dire que dans cette expérience que j'ai isolée ici, qui date de 2013, ils le font à la fois dans la modalité auditive et dans la modalité visuelle. Donc c'est un aspect intéressant de ce travail, hein, de prouver qu'il y a vraiment quelque chose d'abstrait, de commun aux deux modalités. Et effectivement, ils trouvent deux régions ici nettement communes, la partie du pôle temporal et du gyrus angulaire de l'hémisphère gauche. Les deux régions sont impliquées dans les deux modalités. Et impliquées de quelle manière? Eh bien, elles montrent un pic de réponse uniquement dans la condition où on combine deux mots. Donc la condition red boat. Alors il faut croire à ces courbes. Vous voyez que ces courbes bougent un peu dans tous les sens, mais il y a un moment où il semble y avoir une différence significative en faveur de la condition red boat par rapport aux autres, et pas de différence dans la condition liste de mots ici, même si ça fluctue pas mal. Hein. Ces signaux sont bruités. Là encore, on aimerait qu'ils soient nettoyés, qu'il y ait plus de sujets, que les résultats soient plus clairs, mais le fait que les résultats soient observés dans les deux modalités, à la fois visuelle et auditive, est une indication supplémentaire que peut-être à la fois dans cette région antérieure et dans cette région postérieure, on fait un travail sur la combinaison de deux objets. Dans leur travail, ils suggèrent que c'est la région temporale polaire qui répond en premier et que c'est celle-ci qui répond en second.
Et ces résultats sont, je pense, suffisamment répliqués dans un nombre suffisant d'expériences pour qu'on puisse réellement y croire. Ici, par exemple, c'est une autre expérience qui est antérieure, et vous voyez qu'ils font l'effort de séparer les données en deux moitiés, la première moitié et la deuxième moitié. Et dans les deux cas, on voit qu'il y a une différence reproductible qui, vraiment, même sur le plan des capteurs de magnétoencéphalographie, correspond assez nettement à une activation des régions temporales. Aucune activation frontale, vous le voyez, dans cette condition sémantique. Donc une combinaison de deux mots qui ne fait pas appel à la grammaire ne semble pas impliquer les régions frontales, mais par contre, clairement, des régions temporales ici. Alors il suggère quand même au niveau des sources qu'il peut y avoir un effet frontal, mais dans une région qui est très curieuse, qui est une région frontale médiane, c'est-à-dire au niveau de la face médiane du lobe frontal, tout à fait en dehors des aires du langage. C'est un résultat tout à fait curieux qu'ils obtiennent dans plusieurs expériences, mais que d'autres groupes n'obtiennent pas. Donc je pense que ce résultat est sujet à caution. J'essaye dans ce cours d'attirer votre attention sur la convergence plutôt de résultats. Je crois qu'il y a une vraie convergence dans leur travail vers les régions du lobe temporal ici. Et je vais citer un tout dernier travail du même groupe, de Lina Pilkanen, en 2015. Ils refont ce travail, combinaison adjectif-nom, mais ils vont aussi vers d'autres combinaisons. Dans leur travail précédent, c'était toujours adjectif plus nom, Red Boat, avec Doc Bemis qui a mené ce travail. Ici, dans le nouveau travail, ils se posent la question de savoir si on retrouverait les mêmes résultats quand on regarde des combinaisons sémantiques de deux mots, et par exemple un adverbe versus un verbe, et ceci en distinguant deux types de combinaisons possibles, qu'ils appellent modification et saturation des arguments. Modification, c'est clairement le cas d'un adjectif qui vient modifier le nom qui le suit. Ou le cas, par exemple, d'un adverbe qui vient modifier un verbe. Donc, black sweater, never jogged, very soft. Soft a été modifié par la présence du mot very, donc très doux. Donc ça, c'est la condition de modification, qui est celle qu'ils avaient étudiée jusqu'à présent. Mais ils vont étudier aussi une deuxième condition qui s'appelle argument saturation, la saturation des arguments, qui est le fait que si on présente un verbe, par exemple comme eats, eh bien, il a besoin d'un objet. Et donc, on sature l'argument objet en présentant un nom qui le suit, comme eats meat, par exemple. Alors, si on présente une préposition comme in, on ne peut pas présenter in tout seul. Pour saturer l'argument, ici, il faut présenter un endroit, un lieu, comme par exemple l'Italie. Etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette manipulation, après tout, est peut-être légitime, mais sur le plan du cerveau, ça ne fait pas de différence, en tout cas dans leur mesure de magnétoencéphalographie. Et ils font l'expérience à la fois en anglais et en arabe, donc à nouveau, il y a une sorte de réplication interne qui rend les résultats plus crédibles. Et au niveau des sources, ils trouvent que, à nouveau, le pôle temporal, ici, à gauche, réagit de façon plus importante en fonction du temps, à mesure, ici c'est la présentation du deuxième mot, le pôle temporal donc réagit de façon plus importante lorsque les deux mots peuvent être combinés que lorsqu'on est dans une condition de liste de mots, et ceci, quelle que soit la forme de cette combinaison ici, donc saturation des arguments ou modification d'un mot par un autre. Ces résultats suggèrent que tant qu'il n'y a pas de mots grammaticaux, tant qu'il n'y a qu'une combinaison sémantique des mots, eh bien l'activation se situe plutôt dans les régions temporales, soit dans le pôle temporal, soit dans le gyrus angulaire. Dans d'autres travaux, ils vont encore plus loin, et je voulais citer ce travail parce que je le trouve intriguant mais curieux. Il se place dans des conditions naturelles d'écoute, et c'est ici avec John Brennan. Et dans des conditions naturelles d'écoute, ici la personne est en train d'écouter l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Ils essayent de retrouver ces résultats en étiquetant les arbres qui sont derrière les phrases que la personne entend en fonction de la complexité syntaxique de ces arbres. Donc, vous voyez des numéros ici qui ont été obtenus par un étiquetage automatique de ces phrases sur le plan syntaxique par ce qu'on appelle un parseur en anglais, un système de décomposition syntaxique de ces phrases qui sont parfois très complexes. Et lorsqu'ils font la corrélation de ces étiquettes, donc de complexité des arbres sous-jacents avec l'activité cérébrale, ils tombent une fois de plus sur le pôle temporal. Donc pour eux, le pôle temporal joue un rôle tout à fait essentiel dans l'organisation, que ce soit avec des stimuli minimaux à deux mots ou que ce soit avec des stimuli très complexes comme écouter Alice au Pays des Merveilles.
Bon, ce résultat est quand même curieux vis-à-vis des résultats antérieurs, puisqu'il ne voit que le pôle temporal ici, alors que nous devrions penser qu'on devrait voir beaucoup plus que ça. Je pense que ça nous montre bien où en est cette recherche actuellement. Toute la difficulté consiste à assigner ces mesures à différents éléments de l'arbre. Est-ce que réellement ça c'est un arbre de profondeur 3 ? Mais est-ce que ça, c'est un objet de complexité 1 ? Non, c'est un objet complexe à lui tout seul, puisqu'il a déjà une terminaison grammaticale. Donc, bien que ce soit un seul mot, c'est probablement déjà un objet très complexe. Dans une autre langue, ça pourrait être 2 mots, par exemple. Donc, le nombre de mots qui est utilisé ici, et dans beaucoup d'autres études, n'est probablement pas la bonne variable sur le plan linguistique. Et peut-être parce qu'on n'a pas les bonnes variables, on ne voit pas dans cette étude les activations dans les régions qu'on devrait voir normalement associées au traitement des phrases. Voilà où en est cette recherche. Je pense qu'on peut quand même tirer un certain nombre de conclusions sur les mécanismes de l'unification. D'abord, dire que nous savons quelles sont les régions concernées. Nous avons un ensemble de régions de corticales et sous-corticales, le putamen gauche, qui sont systématiquement impliquées dans la formation de syntagmes enchâssés les uns dans les autres. Et plus la structure linguistique est complexe, plus l'activation va être importante dans ces régions. Donc c'est déjà pas mal d'avoir un certain nombre de cibles que l'on peut analyser par la suite. Deuxièmement, je crois que nous savons maintenant que ces régions jouent vraisemblablement des rôles très différents. Les régions qui sont en bleu ici sont le noyau de régions impliquées dans la formation des structures syntaxiques. Et elles conservent leur activation même en Jabberwocky, même dans des structures extrêmement minimales, pronom-verbe, un seul verbe du moment qu'il soit conjugué, c'est ce qu'on a vu dans l'expérience de Laurie Tyler. Donc, dans la mesure où il y a une flexion ou des objets grammaticaux comme des petits mots grammaticaux, ça suffit pour que ce système se déclenche, ou en tout cas une partie de ce système, et peut-être plus spécifiquement la partie qui correspond à la région operculaire, dorsale de la région de Broca. Et puis, inversement, les régions en rouge semblent être beaucoup plus impliquées dans la combinaison sémantique et peut-être sans faire appel à une notion de syntaxe. Donc, la combinaison de 2 syntagmes nominaux comme plate jacket active le gyrus angulaire. La région temporale intérieure semble impliquée dans la formation de structures sémantiques de quelques mots, même en l'absence d'indication grammaticale. Alors, ceci me paraît, dans les grandes lignes, en tout cas, compatible avec l'idée que l'unification n'est pas un phénomène, n'est pas une opération au niveau cérébral, mais qu'il y a plusieurs réseaux qui sont tous sensibles à la faculté particulière à l'espèce humaine de combiner des mots, soit au niveau sémantique, soit au niveau syntaxique, et de former des objets de complexité variable à différents niveaux. Voilà, je vous remercie de votre attention.